Le tonnerre politique a éclaté avant même que la pluie ne tombe sur Abuja. Une seule phrase prononcée en Floride a traversé l'Atlantique et rallumé la vieille cicatrice du continent. Dans le tumulte des réactions, un nom s'est élevé, calme mais tranchant. Ibrahim Traoré, le capitaine qui refuse d'être sauvé sans qu'on le lui demande. Entre la promesse d'aide et la peur de dépendre, l'Afrique se prépare à redéfinir la liberté. Ce récit ne parle pas seulement de diplomatie ou de discours, il parle du prix de la souveraineté. Chaque mot prononcé par Washington pèse lourd sur les épaules d'un continent qui a trop souvent payé son salut avec sa voix. La promesse est claire. Comprendre comment une simple déclaration américaine a réveillé une Afrique prête à choisir son propre destin, même face au risque d'isolement. Car derrière la rhétorique de la protection, un dilemme plus vaste se dessine. Sauver des vies ou préserver l'âme d'une nation. Les prochains chapitres montreront comment Ibrahim Traoré, depuis le cœur du Sahel, incarne cette tension entre respect et résistance, rappelant qu'aucune foi ne justifie la perte de dignité. Et dans ce conflit d'intentions, une seule question résonne comme un micro-hook. Jusqu'où peut-on accepter d'être protégé avant de cesser d'être libre? En moins de 24 heures, une phrase prononcée en Floride avait parcouru 6000 milles, franchissant océans, fuseaux horaires et certitudes. Ce chiffre seul suffisait à mesurer l'onde de choc. L'Afrique n'a pas besoin de fusées pour que la parole explose. À Abuja, les écrans s'illuminent, les conseillers chuchotent, les ministres pèsent chaque mot du président Tinubu. Ce n'est pas la première fois qu'un appel venu d'Occident réveille de vieilles blessures, mais cette fois la plaie saigne autrement. Car derrière le vocabulaire religieux d'un discours politique, beaucoup entendent le retour d'une idée ancienne, celle du salut importé. Le Nigeria, géant démographique et économique du continent, devient l'épicentre d'un séisme symbolique. 200 millions d'âmes, la foi et le pétrole entremêlés, les cicatrices de Boko Haram encore visibles, tout s'y joue à ciel ouvert. Pour Tinubu, chaque mot est une corde raide. Refuser l'aide, c'est risquer l'isolement. L'accepter, c'est raviver la mémoire des occupations déguisées en mission. Plus au nord, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré observe, silencieux. Son regard ne porte pas sur la Bible brandie à Miami, mais sur la dignité suspendue au bout de cette phrase. Si vous ne pouvez pas protéger les chrétiens, nous le ferons. Il comprend que ce nous n'est pas collectif. Il est possessif. Dans les marchés de Lagos, les radios de Kano, les sermons de Kaduna, la nouvelle devient murmure, puis grondement. Les jeunes, eux, n'y voient pas qu'une querelle théologique, mais un signal politique. La souveraineté n'est plus un slogan, c'est un test. Et tandis que les caméras captent les premiers orages sur Abuja, une certitude se dessine. L'Afrique ne veut plus être défendue, elle veut être entendue. Le premier visage que les Nigérians ont vu après la tempête fut celui du président Bola Ahmed Tinubu, assis sous une lumière crue, le regard fixé sur les rapports de sécurité. Son ton, mesuré mais tendu, reflétait l'équilibre fragile d'un pays pris entre loyauté et méfiance. À ses côtés, les conseillers murmuraient les mots intervention et partenariat circulant comme des éclairs silencieux dans la salle. Pour lui, chaque phrase de Washington était une équation. Plus de soldats étrangers signifiait plus de risques pour la souveraineté. Dans ce contexte, la voix d'un autre homme résonna à 1000 kilomètres au nord. Ibrahim Traoré, calme mais inflexible, parlant à la télévision de Ouagadougou. L'Afrique n'a pas besoin de sauveur, elle a besoin de respect. Sa phrase, brève, devint virale. Dans les universités de Bamako comme sur les marchés de Lagos, elle circula comme une étincelle. Les jeunes y virent une déclaration de fierté, les anciens, un écho à des luttes oubliées. Même au Nigeria,
Pays des géants et des paradoxes, son message trouva une résonance inattendue. Un étudiant en journalisme déclara: Nous ne cherchons pas des croisés, nous cherchons des partenaires. Et dans cette phrase simple se cristallisa le dilemme d'un continent: accepter l'aide et perdre la voix, ou parler et risquer la solitude. Sous la pluie qui tombait sur Abuja, l'histoire recommençait à écrire ses propres lignes, avec des acteurs nouveaux mais des blessures familières. La question n'était plus qui protège l'Afrique, mais qui la comprend. Tout commença comme une phrase, mais devint un front diplomatique. À Washington, les conseillers de campagne célébraient la force symbolique d'un discours. À Abuja, les diplomates redoutaient ses conséquences. Dans les heures qui suivirent, les chaînes américaines parlèrent de devoir moral, tandis que dans les rues de Lagos, on évoquait déjà nouvelle croisade. Les réactions furent immédiates, disproportionnées, et pourtant profondément humaines. Au Nigeria, le président Tinubu convoqua une réunion d'urgence. Les rapports affluaient: troubles dans le delta, rumeurs d'insurrection au nord, églises renforçant leur sécurité. Les journalistes posaient la même question: qui protège qui désormais? Pendant ce temps, les chancelleries occidentales tentaient d'adoucir le ton, affirmant que les propos de Donald Trump avaient été mal interprétés. Mais le mal était fait. Chaque mot prononcé à des milliers de kilomètres devenait une étincelle dans une savane déjà sèche. Plus au nord, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré prit la parole à la télévision nationale. Sa voix était calme, mais son message, tranchant: s'ils veulent nous protéger, qu'ils commencent par arrêter de nous saigner. En 12 minutes, il transforma la rhétorique défensive du Sahel en manifeste d'indépendance. Les jeunes, à Bamako et à Niamey, peignirent sur les murs son image tenant une chaîne brisée. Sur les réseaux, les hashtags Haït notre terre, notre foi et à la plus de Messises explosèrent. Ce n'était plus un débat sur la religion, mais sur le respect. Au fil des jours, les contrastes s'accentuèrent. À Paris, on parlait de risque de contagion idéologique. À Pékin, on restait silencieux mais actif, envoyant des délégations commerciales. À Moscou, les médias officiels saluaient l'éveil africain, y voyant une revanche symbolique contre les anciennes puissances. Et dans les rues africaines, cette multiplicité de regards se transformait en une énergie, celle d'un continent qui découvre le goût du choix. Les tensions montèrent lorsque Washington annonça sa préparation à agir si les chrétiens du Nigeria n'étaient pas protégés. Traduite en Haoussa, Yoruba et Igbo, la phrase prit un autre sens: si vous ne pouvez pas gouverner, nous le ferons. Ce moment marqua le basculement. Les Nigérians comprirent que la neutralité était devenue la position la plus dangereuse au monde. Sous la pluie d'Abuja, des manifestants brandirent des pancartes: nous n'avons pas besoin de sauveurs, mais de respect. L'image fit le tour du monde. Les studios américains y virent du populisme, mais les Africains y lurent la naissance d'une maturité politique. Et lorsque la tempête sembla s'apaiser, Ibrahim Traoré reparut une dernière fois, un drapeau à la main, répétant: la liberté n'a pas besoin d'autorisation. Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre final, marquant le véritable commencement de l'histoire. Au début, les analystes nigérians observaient une simple tension médiatique, mais la réalité bascula rapidement du commentaire au calcul. Baseline, Delta. En moins d'une semaine, le nombre de mentions du Nigeria dans les médias internationaux passa de 42 à 317, une explosion de 655%, preuve que la crise symbolique était devenue un indicateur géopolitique. Chaque titre, chaque débat sur la foi et la liberté redessinait la carte invisible de l'influence mondiale. Les services économiques d'Abuja publièrent un autre chiffre: 4 milliards de dollars. C'est le montant estimé des investissements potentiellement suspendus
en raison du climat d'incertitude. Derrière les promesses d'aide, le coût de la dépendance devenait mesurable. Un conseiller de Tinubu résuma ainsi la situation. Nous risquons de payer notre souveraineté au taux du marché. La phrase fit le tour des rédactions africaines, rappelant que la dignité a toujours un prix caché. Les sommets, les sondages internes révélèrent un glissement d'opinion. Avant le discours américain, 57% des Nigérians se déclaraient favorables à une coopération militaire renforcée. 3 jours après, ce chiffre chuta à 34%. Le reste du pays préférait des partenariats africains, citant explicitement le Burkina Faso et l'Alliance du Sahel d'Ibrahim Traoré comme modèle de résistance pragmatique. Ce delta d'opinion, plus éloquent que n'importe quel éditorial, traduisait une mutation culturelle. La jeunesse africaine voulait choisir ses alliés, pas les subir. Les analystes occidentaux, eux, virent dans ces chiffres une perte de soft power. À Paris, un rapport interne du Quai d'Orsay parlait de désaffection accélérée. À Washington, une note du département d'État mentionnait que le Nigeria pourrait devenir la Libye diplomatique du XXIe siècle. Mais pour les observateurs africains, ces formulations trahissaient surtout la peur d'un monde où l'Afrique déciderait seule. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré continuait d'occuper l'espace symbolique. Chaque discours, chaque interview réaffirmait une idée simple. La foi sans liberté n'est que soumission polie. Les médias locaux rapportèrent que ces allocutions télévisées dépassaient désormais les 12 millions de vues cumulées sur les plateformes régionales. Ce chiffre, modeste à l'échelle mondiale, suffisait pourtant à déclencher un débat continental. Car au-delà des statistiques, une conviction s'ancrait. La souveraineté n'est pas une donnée, c'est une émotion mesurable en courage. Ainsi, d'un delta de pourcentage et de dollars naquit un mouvement. Et au cœur de ce mouvement, un visage, celui d'un capitaine burkinabé qui rappelait à l'Afrique que la dignité commence quand on cesse de demander la permission. Deux visions s'affrontèrent alors, toutes deux sincères, toutes deux incomplètes. La première, venue des chancelleries occidentales, affirmait que l'aide militaire et humanitaire demeurait le seul rempart contre l'extrémisme religieux. Selon elle, refuser l'intervention étrangère revenait à abandonner des populations vulnérables, à répéter les erreurs de la Syrie ou du Soudan. La logique semblait imparable. Sans appui, le chaos. La seconde, née des voix africaines, posait la question inverse. Que vaut la stabilité quand elle s'achète au prix de la souveraineté? Pour beaucoup de jeunes Nigérians, l'histoire de la Libye restait une leçon ouverte. On ne guérit pas un pays en le remplaçant. Ils voyaient dans chaque base étrangère une dépendance déguisée, dans chaque promesse d'aide un contrat implicite. Leur argument était simple, presque brutal. La protection sans respect n'est qu'une prison polie. Entre ces deux pôles, quelques diplomates cherchaient un équilibre. Des voix modérées proposer un modèle hybride, coopération africaine financée localement, encadrée par l'Union africaine plutôt que par Washington ou Paris. C'était la ligne du Burkina Faso, de Mali, du Niger et de Ibrahim Traoré, un réalisme sans soumission. Nous n'avons pas rejeté l'Occident, disait-il, nous avons refusé l'ordonnance. Ces mots trouvèrent un écho inattendu jusque dans les cercles religieux. Des prêtres et des imams nigérians commencèrent à citer ces discours dans leurs homélies, rappelant que la foi véritable ne peut être importée. Pour eux, défendre la liberté, c'était défendre la possibilité de prier sans autorisation. Ainsi, le débat dépassa la géopolitique. Il devint un miroir moral. L'Occident défendait la sécurité, l'Afrique défendait le sens. Et dans cette tension se dessina le contour d'un futur possible, celui où deux vérités contraires cesseraient de s'annuler pour enfin s'écouter. La liberté change de visage. Ce fut le moment charnière, celui où le récit cessa d'être une crise diplomatique pour devenir une histoire intérieure. Les caméras,
jusque-là braqués sur les palais et les conférences, se tournèrent vers les rues, les églises, les marchés. Là, entre les prières et les slogans, s'écrivait la véritable mutation d'un peuple. Les Nigérians ne parlaient plus d'Amérique ni de religion, ils parlaient de dignité. Dans les sermons du dimanche, les pasteurs interrogeaient: comment protéger une âme avec des bombes? Et de l'autre côté de la rue, les imams répondaient: quand ils disent protéger les chrétiens, ils désignent nos frères musulmans comme ennemis. Ainsi, la fracture religieuse se transforma en fraternité lucide. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré réapparut à la télévision, le ton posé, le regard calme. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin de se souvenir. Ces mots, brefs mais lourds, devinrent l'axe invisible du débat, car au milieu des tempêtes politiques, une vérité émergeait. Le véritable centre du monde n'est pas là où l'on parle fort, mais là où l'on écoute. Les jours suivants, les conséquences se firent sentir dans chaque recoin du continent, dans les chancelleries, dans les marchés, dans les mosquées et les studios de télévision. Le débat sur la foi avait cédé la place à un autre, celui du pouvoir. Pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique parlait d'elle-même à voix haute. 1. Niveau national, les États. Le Nigeria réaffirma sa souveraineté par un discours ferme. Aucun soldat étranger ne poserait le pied sur son sol sans accord du Parlement. Cette déclaration calma les rues, mais inquiéta les investisseurs. Le PIB du trimestre suivant recula de 1,8%, non à cause du chaos, mais d'une réévaluation stratégique. Les Nigérians voulaient financer leurs propres forces. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré devint le symbole de ce basculement. Son image, peinte sur les murs, disait ce qu'aucune statistique ne pouvait mesurer: le respect ne se mendie pas, il se déclare. 2. Niveau diplomatique, les blocs. L'alliance du Sahel se renforça. Mali, Niger et Burkina Faso annoncèrent un projet de coordination militaire régionale. En réaction, Paris tenta une médiation, Washington proposa un partenariat moral. Mais les capitales africaines répondirent d'une même voix: pas sans égalité. Ce simple mot, égalité, fit plus pour redéfinir la diplomatie africaine que 20 ans de sommet. 3. Niveau économique, les acteurs privés. Les compagnies pétrolières du delta du Niger reconsidérèrent leurs contrats. Certaines réclamèrent des clauses de souveraineté locale, d'autres suspendirent leurs projets. Pourtant, de nouveaux partenaires apparurent: entreprises ghanéennes, coopératives maliennes, investisseurs sénégalais. L'économie commençait à se réorganiser à l'intérieur du continent. L'autonomie cessait d'être un rêve, elle devenait une méthode. 4. Niveau social, la jeunesse. Les universités devinrent les nouvelles arènes du panafricanisme. Des mouvements étudiants imprimèrent des t-shirts portant les mots: notre voix, notre terre, notre avenir. Les sondages indiquèrent que 68% des jeunes Nigérians associaient désormais la foi à la responsabilité, non à la dépendance. Et dans les rues de Lagos, un graffiti résumait cette révolution tranquille: il voulait sauver nos âmes, nous avons trouvé notre voie. Le continent n'était plus une scène où l'on venait prêcher, mais un espace où l'on apprenait à écouter. Et dans ce silence fécond, la phrase d'Ibrahim Traoré prit tout son sens. La liberté n'est pas un sermon, c'est un devoir. À ce stade, le Nigeria se trouvait face à 3 chemins possibles, 3 futurs en suspens, dessinés entre la foi, la diplomatie et la dignité. Le gouvernement Tinubu maintient sa ligne d'équilibre: coopération régionale, ouverture diplomatique contrôlée, refus des interventions étrangères directes. Les tensions religieuses diminuent, les marchés se stabilisent et les médias internationaux commencent à parler de souveraineté responsable. C'est la voie du réalisme patient,
celle où chaque décision s'écrit dans la prudence. Sous l'impulsion de Ibrahim Traoré et de l'Alliance du Sahel, un bloc d'États autonomes crée une structure commune de défense. Les universités, les médias et les entrepreneurs africains s'y rallient. L'économie intra-africaine croît de 3 à 2% en moyenne, preuve qu'une coopération sans tutelle est possible. Ce scénario repose sur une idée simple, la confiance comme capital stratégique. Les divisions internes, les pressions économiques et les influences religieuses replongent le Nigeria dans la dépendance diplomatique. Les puissances étrangères reviennent par les programmes d'aide et les accords de sécurité. L'Afrique, alors, redeviendrait un théâtre d'intentions travesties, où la souveraineté ne serait plus qu'un mot dans les communiqués. Ces trois trajectoires coexistent, comme des lignes parallèles prêtes à se croiser au moindre événement. La question centrale n'est plus si l'Afrique peut se tenir debout seule, mais combien de temps elle peut résister à l'attraction du vieux système. Dans ce contexte, la voix d'Ibrahim Traoré agit comme un métronome moral, calme, constante, rappelant que l'indépendance n'est jamais un cadeau, mais un entraînement. Si la liberté a un prix, ce n'est pas l'isolement, c'est la responsabilité. Et c'est peut-être cette idée, plus que les alliances ou les chiffres, qui déterminera la forme du prochain continent. Au-delà des cartes et des chiffres, cette histoire parle de gens, de ceux qui printent à Lagos, qui enseignent à Ouagadougou, qui vendent du tissu à Accra ou qui écoutent la radio sous la chaleur du Sahel. Pour eux, les grandes décisions diplomatiques se traduisent en prix du riz, en sécurité sur la route, en dignité à la maison. Un père nigérian confia à un journaliste: Je veux que mes enfants grandissent libres, pas surveillés. Dans la même rue, une mère musulmane répondit simplement: Libre, mais ensemble. Ces deux phrases suffisaient à dire l'essentiel. La liberté n'est pas une solitude, c'est un lien. Dans les campus, les jeunes discutent d'Ibrahim Traoré non comme d'un héros, mais comme d'un repère moral. Ils citent sa retenue, son refus de l'arrogance, sa foi en un avenir africain façonné de l'intérieur. Certains créent des collectifs, d'autres des médias communautaires, d'autres encore des associations d'entraide, autant de gestes minuscules formant une grande architecture invisible. Pour les spectateurs lointains, cette histoire pourrait sembler politique, mais pour ceux qui la vivent, elle ressemble à une respiration. Après des décennies d'assistance imposée, ils redécouvrent la puissance simple de dire non, sans haine. Et dans chaque non résonne un oui plus profond. Oui à la fierté, oui à la voix, oui à la lenteur nécessaire pour se relever sans se vendre. C'est dans ce rythme, lent, calme, tenace, que se construit peut-être le vrai visage de l'Afrique contemporaine, celle qui préfère le respect à la charité et la mémoire à la promesse. La question n'est plus de savoir pourquoi l'Afrique se lève, mais comment elle avance. Car les symboles ne suffisent pas. Il faut des structures, des gestes, des étapes mesurables. Construire la coordination africaine. Les États du Sahel ont déjà montré la voie. Un secrétariat commun financé localement peut mutualiser la défense et la diplomatie sans dépendre d'un centre extérieur. Le modèle existe. Il faut simplement lui donner des outils. Budget, transparence, rotation, reprendre la voie médiatique. Les, les chaînes panafricaines, les radios communautaires et les réseaux étudiants peuvent en former une toile d'information libre. Chaque récit africain raconté par un Africain retire une miette de pouvoir aux récits imposés. Soutenir l'économie interne. Favoriser les échanges interrégionaux. Créer des corridors commerciaux de Lagos à Ouagadougou, de Bamako à Accra. L'autonomie économique est la racine invisible de la liberté politique. Éduquer à la souveraineté.
dans les écoles, enseigner que la dignité n'est pas un mythe mais une compétence. Apprendre à négocier, à produire, à penser en circuit local. Les mots d'Ibrahim Traoré deviennent alors pédagogie. La liberté est un devoir collectif. Mesurer la progression. Pas en nombre de contrats signés, mais en degré d'écoute gagnée. Combien de fois l'Afrique parle-t-elle d'elle-même sans traduction? Ce chiffre invisible sera la véritable métrique du XXIe siècle, car chaque pas vers l'autonomie est une victoire sur le silence. La pluie s'était arrêtée sur Abuja, mais l'air restait chargé d'électricité. Dans le silence du soir, les écrans diffusaient l'image d'un jeune homme levant un drapeau. Ibrahim Traoré, silhouette calme, regard droit, porteur d'un mot que tout un continent redécouvrait. Dignité. Ce mot, déjà murmuré dans les rues de Lagos et gravé à la craie sur les murs de Ouagadougou, était devenu plus qu'un slogan, une respiration. Dans un atelier de couture de canot, une femme cousait de petits rubans aux couleurs du Sahel sur des vêtements d'enfants. C'est pour qu'ils se souviennent, disait-elle simplement. Et dans cette phrase ordinaire résidait toute la mémoire d'un peuple, celle qui transforme la douleur en direction, le passé en boussole. Le dernier plan du film africain n'était pas celui d'une révolte, mais d'une maturité. Les visages fatigués, les mains levées non pour prier mais pour affirmer. Ce soir-là, l'Afrique n'attendait plus le salut, elle s'attendait elle-même. Et le tonnerre enfin ressemblait à un battement de cœur. Cette histoire n'est pas close. Elle recommence à chaque voix qui refuse l'effacement. Le Nigeria, le Burkina Faso, le Sahel tout entier rappellent qu'aucun continent n'est trop pauvre pour penser, ni trop jeune pour décider. Les mots d'Ibrahim Traoré continuent de flotter, non comme un slogan, mais comme une invitation. Si la liberté commence par l'écoute, alors écoutez. Écoutez les marchés, les chants, les silences. Écoutez ceux qui vivent la géopolitique sous forme de prières et de salaires. Écoutez pour comprendre, puis pour répondre. Et si cette vidéo ou ce texte trouve un écho, que ce soit celui d'un engagement paisible, partager, débattre, construire une parole commune qui n'appartient à personne et parle pour tous. Car l'Afrique ne cherche pas à être suivie, elle veut être comprise. Et dans cette compréhension naît peut-être la plus ancienne des promesses, celle d'un monde où la foi, la raison et la dignité marchent côte à côte.